voit quasiment plus de soucoupes volantes. Vous savez ce qu'il voit? Un grand machin noir. Ces géants sont silencieux et d'après certains témoins ultra rapides. Il allait à quelle vitesse? Oula! Je veux savoir de quoi il s'agit. C'est quoi ce truc? Jusqu'à présent, toutes les vidéos amateurs ont été tournées la nuit. On a des images rares d'un triangle géant filmé de jour. Il est où? Derrière les arbres. Vous l'avez pas vu? En étudiant la vidéo, devinez ce qu'on a trouvé. De toute évidence, il y a quelque chose. On a la preuve que ça dure depuis des milliers d'années. Ça se répète. Et vous savez pourquoi? À cause de l'or. Un ufologue trouve de l'or et prend une retraite anticipée. Ces histoires sont fascinantes, mais j'ai besoin de preuves. C'est le chaînon manquant. Je tiens à avoir une vue d'ensemble des triangles volants. J'ai vu les preuves, regardé les vidéos et entendu les témoins. Ces machines ne peuvent pas être l'œuvre de l'homme. Qu'est-ce qui prouve qu'elles sont extraterrestres? Il y a un nouveau parmi nous. Kevin Cook est un ingénieur mécanicien originaire de Philadelphie. Je vais avoir du pain sur la planche pour le convaincre. Ça pourrait être un aéronef militaire ultra perfectionné dont personne n'a entendu parler. Bien sûr, un aéronef militaire capable de planer, de rester stationnaire, de devenir invisible et de partir d'un coup à Mach 5 ou Mach 8. Sois réaliste. J'aime bien Kevin. Un événement similaire s'est produit il y a une vingtaine d'années. Des gens ont vu des triangles volants, mais c'était juste un bombardier furtif. Mais si ça se trouve, on a encore affaire à un avion expérimental. Il ne s'agit pas forcément d'un ovni. Kevin est comme la plupart des scientifiques et des ingénieurs. Il vient d'un monde où la pensée pratique domine. Il ne croit que ce qu'il voit. Si vous voulez une preuve, pas de problème. On va dans un endroit célèbre pour ces apparitions d'ovnis triangulaires. Je sais qu'ils existent parce qu'il y a 2 ans, j'y ai rencontré un observateur du ciel qui a filmé un triangle de jour pendant que j'étais là. Tu l'as vu? Oui. Enfin non, mais j'étais avec le type qui filmait quand c'est arrivé. Et je sais que ce n'est pas une hallucination. Ce sera compliqué. Je n'ai pas beaucoup de preuves concrètes à disposition. Je travaille principalement sur les théories de Bill et Pat. Mais rien ne prouve qu'ils n'exagèrent pas. Alors moi je dis, gardons les pieds sur terre. Au cours de cette enquête, on va entendre des témoignages qui convaincront les plus grands sceptiques que les triangles volants existent bel et bien et qu'ils ont un lien indéniable avec les extraterrestres. Je pense qu'on va même découvrir la raison de la présence de ces visiteurs. Il faut qu'on arrive à montrer à Kevin ce qui existe, ce que les documents disent, ce que les témoins affirment et ce que les images montrent. Si on parvient à faire en sorte qu'il voit les choses telles qu'elles sont, cela donnera une caution scientifique à notre enquête. Nous sommes face à un phénomène inhabituel. Partout dans le monde, des triangles géants ont été vus. Les observations les plus célèbres ont eu lieu en Belgique en 1989, à Phoenix dans l'Arizona en 1997 et à Tinley Park dans l'Illinois en 2004. Toute la nuit. Mais un nouvel élément est venu compléter notre enquête sur ces mystérieux aéronefs. Nous avons découvert des images inédites, tournées en plein jour, dans une région de Californie appelée Triangle Alley. J'ai vu 3 lueurs en forme de triangle, très brillantes. Ces appareils sont immenses et ils volent si lentement que s'ils étaient normaux, ils s'écraseraient par terre. On va parler à Mark et Jed, 2 observateurs du ciel de Sonora en Californie. Ils possèdent des images incroyables, tournées de jour comme de nuit, de ces triangles volants.
Le 15 juin 2004, j'étais avec vous sur ce balcon derrière nous. Et pendant qu'on regardait le ciel, vous avez filmé un vrai triangle en pleine journée. Bon sang. J'ai 3 lueurs en visuel formant un triangle. Vous êtes sûr? Oui, c'est... Ça alors? J'étais juste à côté de lui, mais le temps que je réussisse à mettre en marche ma caméra, l'objet avait disparu. Tu l'as raté. Ouais, malheureusement. Mais Marc était là. Je vous garantis que c'est arrivé. Pat n'a rien vu. Je me demande s'il a vraiment vu un ovni. C'était peut-être juste un avion. C'est la première enquête de Kevin. Je comprends qu'il soit sceptique. Moi, je suis un peu stressé. Ça fait des années qu'on étudie les ovnis et c'est la première fois qu'on est sur un site où un ovni a été observé en ma présence. Je suis personnellement impliqué. Et j'aurais vraiment honte si cet engin n'était qu'un petit avion en réalité. Est-ce que les lueurs étaient équidistantes, comme sur une même figure géométrique? Oui, la distance entre elles ne variait pas quand elles bougeaient. Elles restaient identiques. C'est quoi ce truc? Vous êtes sûr? Il est derrière les branches. Vous ne l'avez pas vu? Ça alors. Les lueurs ne s'éloignaient pas les unes des autres. Elles étaient équidistantes. Cet engin ne venait pas de notre planète. Ces ovnis venaient de derrière ces montagnes. Est-ce qu'il y a des bases aériennes ou juste un aéroport? De l'autre côté de la crête, il y a l'aéroport de Columbia. Il est si petit qu'il n'a pas de radar. Et l'armée? Il n'y a que la base militaire Castle, près de Merced. Mais elle est fermée. C'est quand même bizarre que vous voyez autant d'ovnis tous les deux. J'ai regardé des milliers d'heures de vidéos et je n'ai des ovnis que sur quelques minutes. C'est plus qu'un passe-temps. À un moment, c'est presque devenu une obsession. Je voulais savoir. Ça a payé. Plus ou moins. Je ne sais toujours pas ce que sont ces machines. Je veux savoir. Mais on a des images filmées de jour. C'est très rare. J'espère qu'elles seront analysées par un organisme indépendant pour qu'on sache de quoi ils retournent. Je sais que Kevin n'y croit pas, mais j'étais là. On a filmé un phénomène incroyable. Je sais que Pat est convaincu, mais un témoignage et une vidéo de qualité non professionnelle ne me suffisent pas. Il faut qu'on analyse ces images pour identifier cette chose. La vidéo de Mark Olson est très intéressante. Non seulement en tant que telle, mais aussi parce qu'elle rappelle beaucoup les images tournées en Belgique en 1989. Un triangle. Je pense que notre prochaine étape est donc le laboratoire de Terence. Terence est un expert en traitement de l'image, grâce à un logiciel de capture de mouvement. Ensuite, on étudiera la vidéo image par image pour avoir des réponses à nos questions. 4 secondes et demie d'image, on assiste à un vol acrobatique de très haute précision. Ce laps de temps. Est-ce qu'on peut exclure une possibilité évidente comme la présence d'un hélico? Sans certitude absolue, je peux établir une longue liste d'éléments qui disent qu'on n'est pas en présence d'un aéronef conventionnel. Passons de l'image en mouvement à des images fixes isolées. Après analyse selon les procédés habituels, regardez le résultat. On distingue nettement la présence d'une structure au centre des 3 lueurs. Et là, il y a un triangle noir. De toute évidence, il y a quelque chose. Il y a une autre explication? Il est possible que le noir autour des lueurs ne soit pas un objet tangible? Souvent, avec les caméras grand public, l'exposition des pixels qui enregistrent l'information est très limitée. Par conséquent, on obtient parfois un effet d'éblouissement. Les lumières très vives sont compensées par une bordure très noire. Ce n'est pas le cas ici, l'effet lumineux persiste sur une durée trop longue. À ton avis, à quoi on a affaire? À mon avis, on a affaire à un seul aéronef sombre de forme triangulaire, doté de très grands propulseurs ou de phares. Cet appareil ne ressemble à aucun engin fabriqué par l'homme. Direction Lions Bald Mountain, au cœur de la Triangle Alley. L'endroit idéal pour voir ce que Mark Olson a filmé
avec un peu de chance. Cette zone s'étend sur 560 km dans la Sierra Nevada. Elle va de Sonora, en Californie, le pays de la rue et vers l'or, jusqu'au mont Shasta, au nord. Je vais être franc avec toi. Regarder le ciel à la recherche d'ovnis m'angoisse. Mais j'ai encore plus peur de glisser sur ces rochers. Beaucoup de pierres sont instables. C'est pentu. Le sol est couvert de neige par endroits. Et on porte des sacs lourds pleins de matériel. Pat aime les grands espaces, moi je préfère la ville. Je ne m'attendais pas à partir à l'aventure comme ça. Si Mark a raison et qu'il y a plein d'ovnis ici, on va sûrement voir quelque chose. Beaucoup disent que les extraterrestres n'existent pas, mais ce sont les mêmes personnes qui n'ont jamais pris le temps d'observer le ciel. Nous, on va tenter le coup et passer la nuit dehors pour voir si ça donne quelque chose. Ici? Très bien. Bon, les crêtes sont là et la mine d'argent ici. C'est un bon point de vue. Je ne pense pas qu'on puisse faire mieux. J'installe la caméra. Tu veux bien t'occuper du GPS? Oui. Kevin installe un marqueur dont il enregistre les coordonnées dans le GPS. C'est bon. Ainsi, quand on étudiera les données, on saura exactement où on était si jamais on voit un triangle ce soir. 38 degrés, 7 minutes, 50 secondes et 2 centièmes nord. 120 degrés, 5 minutes, 45 secondes et 6 centièmes ouest. D'accord. On est au bon endroit. C'est là que des témoins ont vu des appareils volants. On est pile dans la Triangle Alley. Si on réussit à filmer quelque chose, les images seront belles. La caméra est installée comme il faut. On pourra analyser les images sans problème et c'est notre but. Tu vois la lumière au-dessus de la crête? Elle passe du blanc au rouge. Oui. On tient quelque chose? Je regardais les étoiles quand tout à coup, j'ai vu quelque chose de forme triangulaire. Au sommet d'une montagne au milieu de la Triangle Alley, on a observé le ciel toute la nuit. On espérait trouver la preuve tangible de l'existence des triangles volants. On voulait les voir de nos yeux et les filmer. Franchement, je pense qu'on devrait surtout concentrer notre attention sur l'horizon et non en l'air. La plupart des témoins ont vu l'objet venir de derrière les montagnes avant de disparaître derrière de nouveau, en l'espace de quelques secondes. S'il y a du mouvement, notre regard sera automatiquement attiré. Oui, j'espère. Il fait sombre. C'est la première fois que je passe une nuit aussi froide à chercher des ovnis. Une chose est sûre, notre esprit va nous jouer des tours. Tu vois la lumière au-dessus de la crête? Elle passe du blanc au rouge. Oui. On tient quelque chose? On a vu quelque chose de non identifié dans le ciel. Ça brille et ça bouge très lentement. Peut-être une étoile. On dirait que ça bouge, mais je ne suis pas sûr. L'objet est juste au-dessus de la crête et sa lumière vacille. Je pense qu'il s'agit d'une étoile. Il se trouve que j'ai une petite application sur mon téléphone avec une cartographie du ciel. Elle nous dira de quelle étoile il s'agit si jamais c'en est une. Il faut faire un calibrage. Il y a Orion ici. Je positionne mon téléphone et j'attends la réponse. Bon, d'après mon application, cette étoile pourrait être Pollux. La nuit est bien avancée et on a vu des choses. Mais pour l'instant, il s'agissait seulement d'avions, de satellites et d'étoiles. Nos yeux nous jouent des tours. Je comprends tout à fait pourquoi les gens sont surexcités, parce qu'ils voient dans le ciel, alors qu'il y a une explication toute simple en réalité. Plusieurs objets de forme triangulaire ont été vus dans cette région. Ils ont été observés par de multiples témoins. Les performances de ces machines sont fabuleuses, incroyables. J'ai rendez-vous avec Ruben Uriarte, le directeur du MUFON de Californie du Nord. Il étudie l'histoire des ovnis de la région. Il a constitué une base de données particulièrement exhaustive. Grâce à lui, on aura une vue d'ensemble de ces triangles volants.
On saura de quoi il s'agit et qui les pilote. On a plein de témoignages oculaires avec une nette augmentation concernant les triangles en particulier. Les observations ont eu lieu dans ce qu'on appelle la Triangle Alley, qui va de la Californie du Sud jusqu'à la frontière de l'État de Washington. Le Nevada est juste à côté. Ensuite, la zone 51 se trouve à 420 km et le centre d'essai de Tonopah dédié à des opérations secrètes est à 320 km. Le centre d'essai du Nevada n'est qu'à 300 km. C'est une distance très courte pour des aéronefs qui volent à Mach 5 et plus. Dans la région de la Triangle Alley, plus de 60 ovnis de forme triangulaire ont été observés, et ce, rien que depuis l'an 2000. Cela fait beaucoup pour une région aussi peu peuplée. Imaginez le nombre d'aéronefs qui n'ont pas été vus. Voici un triangle observé en 1986. C'était avant le lancement du bombardier B-2. Ce triangle est énorme. Et quand il a survolé une 4 voies, il faisait toute la largeur. Où a été prise la photo? Au nord d'ici, à Corning. Ce qui est très intéressant, c'est que l'objet faisait du surplace. Les témoins ont eu l'occasion de l'observer en détail pendant plus d'une demi-heure. L'engin de Corning ressemble à ceux qui ont été filmés des centaines de fois dans le Triangle Alley. Il possède 3 lumières. 3 lumières qui ont l'air séparées, mais qui sont dans une configuration rigide. Ces appareils font du surplace. Ils n'émettent aucun bruit. Puis d'un coup, ils filent à une vitesse incroyable. Il faut qu'on trouve le dénominateur commun entre ces différents appareils. Il me rappelle Phoenix. Oui, il a les caractéristiques habituellement décrites. Grand et silencieux. Il ne faut aucun bruit. Bordé de lumière. Elles illuminaient l'engin. Un gros phare. Éblouissant. Quand on compare ces engins à des avions ou à des hélicoptères, on voit qu'ils se comportent totalement différemment. Ça fait longtemps qu'ils existent. On pense que ça remonte aux grandes observations d'Aérostat en 1896-1897. De San Francisco à Sacramento et même jusque dans la région de Stockton, des mineurs ont vu d'étranges objets dans le ciel, d'étranges étoiles. L'autre chose qui fait la spécificité de cette région, c'est son réseau de grottes qui traverse tout l'État, et en particulier ici, sur plusieurs centaines de kilomètres en direction du mont Shasta. C'est le pays de l'or. Quand Ruben a parlé d'or, je me suis arrêté net. De l'or? La clé du mystère serait si simple. Les êtres ou les choses qui pilotent ces triangles sont peut-être intéressés par l'or. On s'est beaucoup intéressé aux extraterrestres, mais au final, peut-être que la clé du mystère se trouve sous terre. L'or est un matériau très conductible. On l'utilise dans les circuits électriques. On devrait donc regarder sous nos pieds en même temps qu'on regarde au-dessus de nos têtes. Peut-être qu'on trouvera quelque chose en sous-sol susceptible d'attirer les ovnis. Sonora est un carrefour qui agit comme un phare. En résumé, il n'y a pas que Sonora qui est concerné, mais toutes les montagnes de la Sierra Nevada. Il n'y a pas que des triangles, mais toutes sortes d'appareils. Le phénomène n'est pas récent, il dure depuis un siècle. Et finalement, c'est peut-être l'or contenu dans ces montagnes qui attire les triangles volants depuis plus de 100 ans. J'ai peur que les journaux de demain annoncent des ufologues piégés dans une mine suite à un séisme. Tu penses que ça peut arriver? Tu as tort. Demain, les journaux diront « Un ufologue trouve de l'or et prend une retraite anticipée ». On se rend dans une vraie mine d'or, dans la région minière du nord de la Californie. Elle est pile dans l'alignement de l'endroit où Mark Olson a vu un engin. On va mesurer les niveaux de rayonnement et de champ magnétique. Ces énergies invisibles qui pourraient attirer des ovnis dans le coin. Regarde, c'est là. On a un magnétomètre et un compteur Geiger pour détecter tout ce qui sort de l'ordinaire. Tu penses qu'on trouvera? À vrai dire, je m'attends à des résultats, du moins avec le magnétomètre. Il devrait réagir au champ magnétique du fer.
Pour être franc avec vous, je suis très content d'aller dans une mine d'or. Cela dit, toute ma vie, j'ai volontairement évité les lieux confinés, comme les grottes et autres. Du coup, j'appréhende un peu. Ouais. Je m'attendais à plus grand. Tant que je resterai concentré sur la tâche à accomplir, tout se passera bien. Bon sang. Pourquoi je me mets à penser aux chauves-souris? J'ai rendez-vous avec un bon ami, éditeur lui aussi, Giorgio Tsoukalos. Je n'arrive pas à me défaire de l'idée qu'on passe à côté de quelque chose. J'ai le sentiment que ces triangles volants remontent à une période reculée. Il se trouve que je possède un objet qui devrait éclaircir un peu le mystère qui entoure ton triangle. L'objet que je tiens dans mes mains a été découvert en Colombie. Il date de l'époque précolombienne. On en a trouvé une dizaine. Pour un œil non averti, il ressemble à un avion de chasse. Les archéologues et les scientifiques qui appartiennent au courant dominant disent en gros qu'il s'agit tout simplement d'un insecte ou d'un oiseau stylisé. Si j'en crois mes connaissances en biologie, les ailes des oiseaux sont placées exactement comme nos bras. Elles sont attachées aux épaules. Sur l'exemple qu'on a ici, les ailes ne sont pas reliées à la ceinture scapulaire. Par conséquent, d'un point de vue biologique, ce n'est pas un oiseau. L'élément le plus intéressant sur cet objet, c'est le stabilisateur vertical. Les oiseaux ne possèdent pas de stabilisateurs verticaux. Les leurs sont horizontaux. C'est incroyable. Giorgio m'a montré des photos d'œuvres figuratives de forme triangulaire qui servaient de talisman à d'anciennes civilisations. Comment est-il possible qu'un peuple précolombien vivant il y a 1500 ans puisse comprendre le rôle d'un stabilisateur vertical en aérodynamique? À moins qu'il n'ait vu quelque chose qu'il était dans l'incapacité d'expliquer totalement. Par conséquent, non seulement il a beaucoup écrit dessus, mais il l'a aussi reproduit. Le but, c'était que les descendants de ce peuple aient la possibilité d'observer ces objets, afin que personne n'oublie ce qui s'était passé à l'époque des anciens. Tu te rends compte? C'est le chaînon manquant. C'est l'élément qui fait le lien entre les triangles observés par d'anciennes civilisations et ceux observés par nous. En fait, on a fait de l'ingénierie inverse pour nos propres aéronefs. Soit des êtres venus d'ailleurs voyager avec ces appareils, soit, encore plus fascinant, quelqu'un a voyagé dans le temps. Ça fait longtemps que je me dis qu'il y a peut-être des ovnis ou des extraterrestres qui viennent sur Terre. Juste au-dessus du toit, j'ai vu 3 lueurs rouges sur un petit triangle. Il avançait relativement rapidement et le triangle grossissait. Je pense que personne ne possède la technicité suffisante actuellement pour construire l'appareil que j'ai vu. Il s'agit d'un filon. En 20 ou 30 ans, j'ai enquêté sur 400 apparitions. J'essaie de comprendre pourquoi ils viennent. Je voyais ça plus large. Oui, et plus haut. Nous sommes en Californie pour savoir si les extraterrestres procèdent à l'extraction de notre or dans le but d'alimenter leur vaisseau en électricité. Si c'est vrai, on devrait détecter des rayonnements et un champ magnétique élevé, comme ça a été le cas sur plusieurs lieux d'atterrissage d'OVNI. Bon, c'est parti. On s'enfonce dans la mine. Je le reconnais, je stresse un peu. Le boyau est sombre et étroit, et je suis sûr qu'il y a des chauves-souris. On dirait qu'on est au bout. Le boyau s'arrête là. Ce sera parfait. Je commence avec le compteur Geiger, avant de passer au magnétomètre, pour détecter une anomalie. Un compteur Geiger mesure la quantité de rayonnement ionisant par minute. Le niveau de rayonnement normal dans l'atmosphère est de 15 coups par minute. Les ufologues affirment qu'un taux de rayonnement anormalement élevé est l'effet résiduel de la présence d'OVNI. Si le taux de rayonnement est élevé dans la mine, je vous assure qu'on ne traînera pas à l'intérieur. Tu trouves? Non, tout est normal.
Il y a peu de différence avec le niveau de rayonnement standard. Dans la mine, on n'a rien trouvé d'anormal. Tout était comparable au taux de rayonnement atmosphérique standard. Maintenant, on va essayer le magnétomètre. Il mesurera les variations du champ magnétique de la mine. Il a d'ailleurs été signalé que les ovnis étaient attirés par des champs magnétiques élevés. Le magnétomètre oscille entre 0 et 5 milligauss. Il varie ou il reste stable? Il varie. Comme le compteur Geiger, le magnétomètre n'a indiqué aucune anomalie. Il n'y a rien à voir. L'or conduit très bien l'électricité. Mais ça ne prouve pas que les extraterrestres viennent ici pour l'extraire. De nombreux experts ont émis l'hypothèse suivante. Il y aurait un lien entre les gisements de minéraux lourds, en particulier l'or, et la présence d'ovnis. Ce n'est qu'une théorie. Tu souris comme si tu te moquais. Tu crois que je suis fou? Pat a suggéré que si les ovnis survolaient nos montagnes, c'était en fait pour extraire les ressources naturelles dont ils ont besoin. J'ai l'impression d'être dans Star Trek. Je préfère largement me concentrer sur le compteur Geiger et le magnétomètre, à la recherche d'une activité normale, plutôt que de penser à l'étrange théorie de Pat. S'il existe vraiment des êtres venus d'une autre planète et qu'ils ont besoin de ressources, ça ne me paraîtrait pas illogique qu'ils s'approvisionnent chez nous. N'empêche que ça reste une théorie. Tout à fait. Mais elle mérite qu'on l'étudie de plus près, non? D'où notre présence. Cette enquête est passionnante, parce qu'on a beaucoup de pistes. Certaines sont des impasses et d'autres nous conduisent dans une mine d'or. Pendant que vous étiez sur le terrain, j'ai vu Giorgio Tsoukalos. Il m'a montré la réplique d'un objet en forme de triangle volant. Ces sculptures ont été découvertes dans des grottes un peu partout en Amérique du Sud. Ils remontent à 1000 ou 1500 ans. La légende raconte que ces appareils étaient pilotés par d'anciens astronautes. On ne sait pas d'où ils venaient. On ne sait pas qui ils sont, s'ils viennent du futur ou d'une autre planète. On ne sait rien. Tu es en train de me dire qu'il y a 1500 ans, des aéronefs volaient dans le ciel et que des gens de l'époque les sculptaient, les dessinaient, et qu'ils faisaient de petites babioles comme ça. Les peuples indigènes vivant sur Terre ont reçu la visite d'anciens astronautes, arrivés à bord d'engins comme celui-ci, de forme triangulaire. Ils ont visité notre planète et transmis une partie de leur savoir. Il est possible que ce soit une machine à voyager dans le temps. Oh! Bill affirme que les anciens astronautes sont venus du futur avec des machines à voyager dans le temps. Voyager dans le temps est strictement impossible, du moins aujourd'hui. C'est de la pure science-fiction. À bord de leur vaisseau triangulaire, ils ont remonté le temps, rencontré d'anciens terriens et transmis leur savoir. Peut-être que c'est en rapport avec la religion ou un culte, on n'en sait rien. Attends, tu parles de voyage dans le temps ? Tu parles d'un engin futuriste qui permet d'aller dans le passé? Rien que ça? Il y a des preuves qui confirment? Ou c'est juste une théorie? Je te soutiens qu'il y a 20 ans, un officier de l'armée est allé dans le futur. Tout a été parfaitement documenté. Par contre, on n'a pas la preuve que ces vaisseaux venaient du futur. C'est pour ça que j'adore Bill. Il ose. Il y a 100 ans, les gens riaient à l'idée qu'on puisse voler dans des avions. Ils ont ri quand Charles Darwin a exposé sa théorie de l'évolution. Par conséquent, quand Bill est né l'idée du voyage dans le temps, je ne pense pas que ce soit risible. Peu importe ce qui a inspiré la forme de ce bibelot, c'est bien un triangle et il a l'air d'être aérodynamique. Je propose qu'on fabrique une maquette identique à cet objet. On la fera en polystyrène par exemple. On la propulsera dans les airs, comme un planeur, et on verra si elle plane. D'accord, bonne idée. Ça fait longtemps que je me dis qu'il y a peut-être des ovnis ou des extraterrestres qui viennent sur Terre. Je pense que personne ne possède la technicité suffisante actuellement pour construire l'appareil que j'ai vu. Nous sommes à Houston, au Texas, pour rencontrer un pilote d'avion qui a plus de 40 ans d'expérience. Dans le ciel, il a vu un triangle qu'il ne s'explique toujours pas. Vous avez quelle expérience comme pilote? Pendant 40 ans, j'ai piloté des avions militaires et de ligne. J'ai dû piloter 25 à 30 avions différents.
pilotes sont d'excellents témoins. Ces professionnels sont formés pour observer le ciel. Quand un pilote voit voler un engin qu'il ne connaît pas, il faut y prêter une attention particulière. C'était le 18 mai 1996, vers 1h20 du matin. Mon regard a été attiré par quelque chose. J'ai tourné la tête à gauche et juste au-dessus du toit, j'ai vu 3 lueurs rouges sur un petit triangle. Il avançait relativement rapidement et le triangle grossissait. J'ai eu l'impression qu'en fait, il effectuait une légère ascension parce qu'il n'a pas suivi la courbe de la Terre et il a disparu. Il allait à quelle vitesse? Oh là! Vous savez, j'ai vu Spoutnik et même le SR-71. On peut les suivre des yeux, mais croyez-moi, cet engin-là volait beaucoup plus vite. Rien à voir. Mike Dasick a vu le SR-71 de ses yeux. C'est l'avion le plus rapide qu'on a jamais construit. Il dépasse Mach 3, c'est-à-dire 3800 km/h. Or, ce que Mike a vu était beaucoup plus rapide encore. J'ai vraiment du mal à me dire que ce pilote chevronné qui a passé plus de 30 ans dans un cockpit serait incapable de reconnaître un SR-71. Vous avez été formé à identifier les aéronefs étrangers ou ennemis? Oui, ça faisait partie du métier. On nous montre des ombres sur un écran et on doit dire P-51, F-15. Ça évite qu'on abatte nos propres avions ou ce genre d'erreur. Cette nuit-là, ce n'était pas une silhouette connue. Pas du tout. Non, impossible. C'est génial de parler avec Mike, parce qu'il a été formé à l'identification des aéronefs étrangers et ennemis. Et s'il dit qu'il a vu un engin inconnu, je le crois. C'était un triangle non identifié qui, selon lui, n'est pas d'origine terrestre. Vous diriez que c'était quoi? Pour la première fois de ma vie, je suis persuadé que j'ai vu quelque chose de très inhabituel. Auparavant, je ne croyais pas à l'existence des extraterrestres, mais depuis, j'ai changé d'avis et j'y crois. Franchement, je suis un peu perdu. Avant d'entendre ce témoignage, je pensais que ces fameux triangles étaient simplement des avions militaires. Mais maintenant, je ne sais plus quoi penser. Depuis qu'on a commencé à enquêter sur les ovnis triangulaires, on a reçu des centaines d'emails de la part de témoins oculaires. Parmi eux, il y avait Gordon Scott. Il a vu un énorme triangle noir survoler le ruisseau qui coule derrière chez lui. Il n'avait pas envie d'être filmé, mais on a réussi à le mettre suffisamment à l'aise pour qu'il accepte de venir nous voir et qu'il nous explique ce qu'il a vu. La première fois qu'on a vu cet engin, on a eu tellement peur qu'on a failli appeler les secours. L'incident a eu lieu le 15 août 2001, vers 20h30. On a couru dans le jardin et ce grand machin noir s'est approché. La lumière rouge située en dessous illuminait le ruisseau sur 30 mètres. On aurait dit qu'il voulait se poser. Il était à quelques mètres à peine. Si près? Oui. Il faisait du bruit? Non. Vous avez senti de la chaleur ou bien un courant d'air? Non. Une odeur? Non. Il était tout près du triangle géant, et pourtant, il n'a rien entendu, rien senti. Que ce soit une odeur, un souffle d'air ou un bourdonnement, rien du tout. Ça paraît étrange. Il était tout près, et l'engin est immense. Il est parti où? Il a survolé le ruisseau en restant le plus bas possible jusqu'au pied du pont. Là, il s'est envolé à la verticale et passé par-dessus le pont en étant 5-6 mètres plus haut, avant de se reposer sur le ruisseau. Il bouge de manière horizontale et verticale. À ma connaissance, on ne dispose pas du savoir-faire actuellement. Mais pour être honnête, je ne serais pas surpris d'apprendre que j'ai tort. 5 minutes plus tard, un F-16 est arrivé, volant à basse altitude, avec 2 missiles air-air au niveau des ailes et 2 autres missiles sous le fuselage. Quelques minutes après avoir vu cet étrange triangle volant, Gordon a vu un F-16. J'en déduis donc que l'armée est plus ou moins impliquée dans l'affaire. Soit le gouvernement est au courant pour ces triangles et sait de quoi ils retournent, soit ces engins n'ont rien à voir avec nous. Ils n'appartiennent pas aux autorités et on surveille simplement leurs déplacements. Le F-16 ne poursuivait pas le triangle noir. Je crois qu'il l'escortait. Il l'accompagnait.
La NASA est installée non loin d'ici. Dans la direction que prenait l'objet? Oui, il venait du nord et volait vers le sud. À 50 km de chez Gordon se trouve le centre spatial Johnson de la NASA. Si un F-16 suit un triangle géant en direction de la NASA, qu'est-ce que ça signifie? Que pensez-vous de ces deux derniers témoignages qu'on a entendus? Ils étaient stupéfiants. À mon avis, Gordon a forcément vu un appareil militaire à cause de la basse altitude à laquelle il volait et du F-16. Ça paraît logique. Et s'il s'agissait d'un appareil hybride qu'on développait avec les extraterrestres? On travaillerait avec les extraterrestres pour fabriquer des triangles. On travaillerait en fait avec leur technique, pas avec eux. En gros, on ferait de l'ingénierie inverse façon zone 51. Si ça se trouve, on fait ça déjà depuis des années. Bill a une théorie. Les extraterrestres et les humains collaboreraient en faisant de l'ingénierie inverse. Je pense qu'il faut rester prudent concernant les théories qui affirment que les extraterrestres travaillent avec nous en secret. Tant que je n'aurai pas trouvé de preuves concrètes, je ne pourrai pas soutenir Bill. On veut juste savoir si ces machines sont militaires ou extraterrestres. Mais aller jusqu'à parler de véhicules hybrides, ça me semble un peu prématuré. Tu ne trouves pas? Pourquoi? Ça dure depuis 39-45. J'ai besoin d'un élément tangible, on n'a aucune preuve. C'est génial en théorie. C'est peut-être vrai que tout vient des extraterrestres, mais je n'ai pas la preuve qui permet de le certifier, à part l'étrange manière de voler. Il ne faut pas qu'on aille trop loin dans nos spéculations. On n'a aucune preuve qu'il s'agit d'un vaisseau extraterrestre et d'ingénierie inverse. La preuve, c'est ce qu'a vu Gordon. Il a vu un engin qui se comportait comme aucun appareil construit par les hommes. Vous l'avez reconnu vous-même. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Ce n'est pas si tiré par les cheveux. Il est concevable qu'on possède ce genre d'engin. Je ne serais pas étonné d'apprendre qu'on sait fabriquer le type d'appareil que Gordon a vu en 2001. Allons voir Brick. On a rendez-vous avec un spécialiste des effets spéciaux, Brick Price. C'est lui qui a fabriqué une maquette à partir du talisman que Giorgio m'a donné l'autre jour. On va enfin savoir si cet objet est capable de voler. On se demande s'il volera. Il en est capable? Compte tenu de sa forme, je dirais que oui, c'est certain. Rien qu'en le regardant, vous êtes déjà persuadé que cet appareil est aérodynamique et qu'il volera. Sa forme a beaucoup de caractéristiques qui rappellent les aéronefs de notre époque. Cette maquette est légèrement différente du modèle original. Les lignes sont plus pures. Vous avez changé l'angle de flèche, la distance, la hauteur, le poids, le centre de gravité. Vous avez changé quoi? Rien. Rien? Non. Quand j'ai parlé à Brick, je m'attendais à ce qu'il dise qu'il avait dû effectuer des changements sur la maquette afin qu'elle puisse voler. Je pensais qu'il aurait changé l'angle de flèche, certaines mesures ou le centre de gravité, mais non. Il n'avait pas besoin de faire de modifications. Apparemment, ce truc vole tout seul. J'ai hâte de voir ça. Ce qu'il y a d'intéressant sur la maquette, c'est que la surface balayée par les ailes est couverte en grande partie par la cellule. Mais cette cellule ressemble à un fuselage portant. Ça veut dire que c'est le fuselage lui-même qui assure la portance. La structure de l'appareil est celle d'un fuselage portant. La flèche de l'aile est similaire à celle d'un avion. Par conséquent, pendant le vol, cette structure crée la portance qui permet à l'appareil de s'élever dans les airs. Tout ça veut dire que cet objet est conçu comme un planeur, si bien qu'il peut s'envoler avec une propulsion minime. Il a l'air aérodynamique et peut-être qu'il vole aussi bien que vous le dites, mais il est trop parfait. C'est pour ça que je crois aux ovnis. L'objet était de forme triangulaire. Il était pourvu de fenêtres sur un côté et il est passé près de nous en silence. Il ne faisait aucun bruit. Allez, voyons voir s'il vole. Si la maquette vole, il faudra vraiment qu'on remette en question nos connaissances sur les anciennes civilisations et leur savoir. Il est possible qu'elles aient eu des connaissances dans le domaine de l'aérodynamique, qu'elles aient vu des machines volantes et peut-être même des engins extraterrestres. Super, bravo, c'est formidable. Elle a volé. Je ne voulais pas qu'elle vole aussi bien.
Désolé, Kevin. La maquette a volé. Je ne m'attendais pas du tout à ce qu'elle vole aussi bien. Je suis en plein conflit intérieur. Je n'étais pas sûr que le bibelot avait été fait à partir d'un véritable aéronef. À présent, je ne sais plus quoi penser. Le talisman vole. Non seulement il vole, mais son aérodynamisme est si parfait qu'il décroche, se met en bonne position et atterrit. Nous avons la preuve qu'il existait des triangles volants autrefois. Cet appareil est conçu pour avoir le même angle d'attaque que les navettes spatiales à l'atterrissage. Tout à fait. Elle n'a pas du tout piqué du nez. Elle ne s'est pas retournée non plus. Elle n'a pas atterri sur sa queue non plus. Quand on a vu l'objet voler, sa queue s'est abaissée, son nez est monté et il a acquis de la portance. Franchement, il imite le comportement des navettes spatiales. Cela dit, une question se pose. Comment les civilisations précolombiennes vivant il y a 1500 ans ont pu concevoir un tel appareil, une sorte de planeur? Il existe une réponse qui n'est pas plausible, mais qui l'est toujours plus que les autres. C'est grâce au voyage dans le temps. Tu dois être impressionné par son aérodynamisme. C'est indéniable. Il s'agit de la réplique exacte de l'objet que m'a donné Giorgio l'autre jour. Ça en dit beaucoup sur ce qu'ont vu les anciennes civilisations. Un vaisseau extraterrestre? C'est possible. Rien ne va dans ce sens à mon avis. Je pense que ces objets anciens, ces petits bibelots, sont modelés d'après une sorte de jouet perfectionné et aérodynamique. Ça ne va pas plus loin que ça. Qu'est-ce qu'il y a? Il a vu cet objet voler, et même s'il a effectué un atterrissage parfait, Kevin doute de notre démonstration. Il prétend que ça ne prouve rien, que ça ne prouve pas l'existence d'anciens astronautes, ni que des triangles survolaient le ciel de l'Amérique du Sud il y a 2000 ans. Rien du tout. Réveille-toi, mon gars. J'aimerais que Bill prenne le temps de réfléchir à ce que prouve cette expérience. Ça n'a rien à voir avec des aérostats venus du futur ou d'une autre planète. Tout ce qu'on a prouvé, c'est que les anciennes civilisations avaient des connaissances en aérodynamisme. Et c'est déjà super en tant que tel. Je vais vous dire, à mon sens, ça veut dire qu'il y a longtemps, une ancienne civilisation a créé un objet parfaitement aérodynamique. En revanche, je ne sais pas du tout comment elle en a eu l'idée. On est dans l'impossibilité de le savoir, mais ça ouvre un champ des possibles. Ces gens ont-ils vu les mêmes vaisseaux triangulaires que ceux qu'on observe aujourd'hui? Il faut qu'on reste ouvert à cette possibilité. Voilà ce qu'on a découvert. Partout dans le monde, des gens voient ces triangles géants. Les pilotes nous ont dit qu'ils étaient plus perfectionnés que tous les appareils connus à ce jour en termes de vitesse et de manœuvrabilité. Et nous avons la preuve que les civilisations anciennes ont peut-être vu des machines similaires. C'était la plus grosse pièce qui manquait au puzzle. Mais ce n'est pas fini. Nous venons de recevoir ces superbes images de triangles tournées à moins de 150 km d'où nous étions dans la Triangle Alley. Nous sommes face à un phénomène inhabituel. Partout dans le monde, des triangles géants ont été vus. Les observations les plus célèbres ont eu lieu en Belgique en 1989, à Phoenix dans l'Arizona en 1997 et à Tinley Park dans l'Illinois en 2004. Toute la nuit. Mais un nouvel élément est venu compléter notre enquête sur ces mystérieux aéronefs. Nous avons découvert des images inédites, tournées en plein jour, dans une région de Californie appelée Triangle Alley. J'ai vu 3 lueurs en forme de triangle, très brillantes. Ces appareils sont immenses, et ils volent si lentement que s'ils étaient normaux, ils s'écraseraient par terre. On va parler à Mark et Jed, deux observateurs du ciel de Sonora en Californie.
Il possède des images incroyables, tournées de jour comme de nuit, de ces triangles volants. Le 15 juin 2004, j'étais avec vous sur ce balcon derrière nous. Et pendant qu'on regardait le ciel, vous avez filmé un vrai triangle en pleine journée. Bon sang, j'ai 3 lueurs en visuel formant un triangle. Vous êtes sûr? Oui, c'est... Ça alors? J'étais juste à côté de lui, mais le temps que je réussisse à mettre en marche ma caméra, l'objet avait disparu. Tu l'as raté. Ouais, malheureusement. Mais Marc était là. Je vous garantis que c'est arrivé. Pat n'a rien vu. Je me demande s'il a vraiment vu un ovni. C'était peut-être juste un avion. C'est la première enquête de Kevin. Je comprends qu'il soit sceptique. Moi, je suis un peu stressé. Ça fait des années qu'on étudie les ovnis et c'est la première fois qu'on est sur un site où un ovni a été observé en ma présence. Je suis personnellement impliqué. J'aurais vraiment honte si cet engin n'était qu'un petit avion en réalité. Ces machines ne peuvent pas être l'œuvre de l'homme. Qu'est-ce qui prouve qu'elles sont extraterrestres? Il y a un nouveau parmi nous. Kevin Cook est un ingénieur mécanicien originaire de Philadelphie. Je vais avoir du pain sur la planche pour le convaincre. Ça pourrait être un aéronef militaire ultra perfectionné dont personne n'a entendu parler. Bien sûr, un aéronef militaire capable de planer, de rester stationnaire, de devenir invisible et de partir d'un coup à Mach 5 ou Mach 8. Sois réaliste. J'aime bien Kevin. Un événement similaire s'est produit il y a une vingtaine d'années. Des gens ont vu des triangles volants, mais c'était juste un bombardier furtif. Mais si ça se trouve, on a encore affaire à un avion expérimental. Il ne s'agit pas forcément d'un ovni. Kevin est comme la plupart des scientifiques et des ingénieurs. Il vient d'un monde où la pensée pratique domine. Il ne croit que ce qu'il voit. Si vous voulez une preuve, pas de problème. On va dans un endroit célèbre pour ses apparitions d'ovnis triangulaires. Je sais qu'ils existent, parce qu'il y a 2 ans, j'y ai rencontré un observateur du ciel qui a filmé un triangle de jour pendant que j'étais là. Tu l'as vu? Oui. Enfin, non. Mais j'étais avec le type qui filmait quand c'est arrivé. Et je sais que ce n'est pas une hallucination. Ce sera compliqué. Je n'ai pas beaucoup de preuves concrètes à disposition. Je travaille principalement sur les théories de Bill et Pat. Mais rien ne prouve qu'ils n'exagèrent pas. Alors moi je dis, gardons les pieds sur terre. Au cours de cette enquête, on va entendre des témoignages qui convaincront les plus grands sceptiques que les triangles volants existent bel et bien et qu'ils ont un lien indéniable avec les extraterrestres. Je pense qu'on va même découvrir la raison de la présence de ces visiteurs. Il faut qu'on arrive à montrer à Kevin ce qui existe, ce que les documents disent, ce que les témoins affirment et ce que les images montrent. Si on parvient à faire en sorte qu'il voit les choses telles qu'elles sont, cela donnera une caution scientifique à notre enquête. Terence est un expert en traitement de l'image, grâce à un logiciel de capture de mouvement. Ensuite, on étudiera la vidéo image par image pour avoir des réponses à nos questions. 4 secondes et demie d'image, on assiste à un vol acrobatique de très haute précision. Ce laps de temps. Est-ce qu'on peut exclure une possibilité évidente comme la présence d'un hélico? Sans certitude absolue, je peux établir une longue liste d'éléments qui disent qu'on n'est pas en présence d'un aéronef conventionnel. Passons de l'image en mouvement à des images fixes isolées. Après analyse selon les procédés habituels, regardez le résultat. On distingue nettement la présence d'une structure au centre des 3 lueurs. Et là, il y a un triangle noir. De toute évidence, il y a quelque chose. Il y a une autre explication? Il est possible que le noir autour des lueurs ne soit pas un objet tangible? Souvent, avec les caméras grand public, l'exposition des pixels qui enregistrent l'information est très limitée. Par conséquent, on obtient parfois un effet d'éblouissement. Les lumières très vives sont compensées par une bordure très noire. Ce n'est pas le cas ici, l'effet lumineux persiste sur une durée trop longue. À ton avis, à quoi on a affaire? À mon avis, on a affaire à un seul aéronef sombre de forme triangulaire, doté de très grands propulseurs ou de phares. Cet appareil ne ressemble à aucun engin fabriqué par l'homme.
Direction Lions Ball Mountain, au cœur de la Triangle Alley. L'endroit idéal pour voir ce que Mark Olson a filmé, avec un peu de chance. Cette zone s'étend sur 560 km dans la Sierra Nevada. Elle va de Sonora en... On voit quasiment plus de soucoupes volantes. Vous savez ce qu'il voit? Un grand machin noir. Ces géants sont silencieux et d'après certains témoins ultra rapides. Il allait à quelle vitesse? Oula! Je veux savoir de quoi il s'agit. C'est quoi ce truc? Jusqu'à présent, toutes les vidéos amateurs ont été tournées la nuit. On a des images rares d'un triangle géant filmé de jour. Il est où? Derrière les arbres. Vous l'avez pas vu? En étudiant la vidéo, devinez ce qu'on a trouvé. De toute évidence, il y a quelque chose. On a la preuve que ça dure depuis des milliers d'années. Ça se répète. Et vous savez pourquoi? À cause de l'or. Un ufologue trouve de l'or et prend une retraite anticipée. Ces histoires sont fascinantes, mais j'ai besoin de preuves. C'est le chaînon manquant. Je tiens à avoir une vue d'ensemble des triangles volants. J'ai vu les preuves, regardé les vidéos et entendu les témoins. Est-ce que les lueurs étaient équidistantes, comme sur une même figure géométrique? Oui, la distance entre elles ne variait pas quand elles bougeaient. Elles restaient identiques. C'est quoi ce truc? Vous êtes sûr? Il est derrière les branches. Vous ne l'avez pas vu? Ça alors. Les lueurs ne s'éloignaient pas les unes des autres. Elles étaient équidistantes. Cet engin ne venait pas de notre planète. Ces ovnis venaient de derrière ces montagnes. Est-ce qu'il y a des bases aériennes ou juste un aéroport? De l'autre côté de la crête, il y a l'aéroport de Columbia. Il est si petit qu'il n'a pas de radar. Et l'armée? Il n'y a que la base militaire Castle, près de Merced. Mais elle est fermée. C'est quand même bizarre que vous voyez autant d'ovnis tous les deux. J'ai regardé des milliers d'heures de vidéos et je n'ai des ovnis que sur quelques minutes. C'est plus qu'un passe-temps. À un moment, c'est presque devenu une obsession. Je voulais savoir. Ça a payé. Plus ou moins. Je ne sais toujours pas ce que sont ces machines. Je veux savoir. Mais on a des images filmées de jour. C'est très rare. J'espère qu'elles seront analysées par un organisme indépendant pour qu'on sache de quoi ils retournent. Je sais que Kevin n'y croit pas, mais j'étais là. On a filmé un phénomène incroyable. Je sais que Pat est convaincu, mais un témoignage et une vidéo de qualité non professionnelle ne me suffisent pas. Il faut qu'on analyse ces images pour identifier cette chose. La vidéo de Mark Olson est très intéressante. Non seulement en tant que telle, mais aussi parce qu'elle rappelle beaucoup les images tournées en Belgique en 1989. Un triangle. Je pense que notre prochaine étape est donc le laboratoire de Terence.